Hello, everyone. Good evening. My name is Paul V. Preciado. You probably already know me from yesterday or from other days. I'm a curator from Documenta 14. I'm the curator of the public program, and I'm also a transgender activist. And I'm really glad to see you again. I'm really glad that you brought your bodies to the Parliament of Bodies. And I welcome you again within this changing architecture of Andreas Angelidakis. And so after the beginning of these 2 weeks of exercises of freedom, well, yesterday we didn't have much time to discuss or to speak, which is quite weird for a parliament of bodies, right? But I guess that we could have like many views or many ideas of what happened yesterday, but the main idea was the encounter of this impossible encounter of two voices, two traditions, minor underground traditions in Europe that could change European history, the way we understand European history. One represented by Toni Negri and the radical left, and the other one represented by Nilas Zombie and the indigenous movements in Europe itself. Everything happening under the extremely generous and amazing presence of Linnea Dick. For today we will be going more within the history of this building that we are now in, and that is becoming now the Parliament of Bodies. And not only the history of this building, but also the history of the building behind, that, as you know, and I said yesterday, this was the headquarters of the military police during the dictatorship and between 67 and 74. And behind was a place in which torture was practiced. So some of the participants today decided to engage in exercise of freedom that embrace critically this history, the history of the building, but also the history of torture. You will see that the name for this discussion today, but also for what is happening tomorrow and the day after, has to do with understanding what happened within countries like Greece, but also Spain, Chile, Argentina, in which basically the democratic transition was done within neoliberalism. And I know that this has been like a big debate in the press during the last days since the program was released. And of course, this is a hypothesis. This cannot, this has to be subjected to, Nikos, yes, thanks. This has to be subjected to debate. And I think that this is what we're here for, to debate and to speak, to discuss together, to understand this democratic transition and the failure, or not, whatever, we will see, of these democratic transitions. So we will have like today many different people exercising freedom with us. I don't want to say anything else. I hope today we have more time for speaking, all of us, after some of the exercises of freedom. And I just like to introduce exercise 5. Je crois que c'est moi qui prends la parole pour ces exercices. Je m'appelle Judith Revel, je suis française, je suis désolée de parler en français. J'enseigne la philosophie contemporaine à Paris. Je travaille beaucoup sur Michel Foucault et j'ai travaillé aussi beaucoup sur les usages politiques actuels, militants, qu'on pouvait avoir d'un certain nombre de catégories ou de concepts qu'on pouvait prendre dans cette énorme boîte à outils qu'était la pensée de Foucault. Aujourd'hui, j'ai pas envie, et je remercie Paul pour son invitation, j'ai pas envie de faire un discours académique sur la pensée d'un philosophe français contemporain. Je voudrais simplement vous raconter la manière dont certains d'entre nous, moi, mais d'autres aussi, dans une génération qui est une génération qui n'a pas connu les années 70, sinon comme des enfants. Moi, je suis née en 1966, donc je n'ai pas connu les années 70 comme militante, par exemple.
ni même comme conscience politique, ou très peu, un certain nombre de gens de la génération de ceux qui ont eu 20 ans au milieu des années 80, c'est-à-dire au moment où le néolibéralisme prenait puissamment son envol et s'installait dans un certain nombre de pays en Europe et ailleurs. La manière donc dont ces gens se sont posés des questions sur le monde qui les entourait à partir d'idées que Foucault avait formulées en général plus tôt, puisque Foucault est mort en 84 et que le gros de son travail politique, c'est les années 70. Et je vais revenir sur ces années 70 que, encore une fois, je n'ai pas directement vécu politiquement, mais qui me semblent compliquées et qui me semblent intéressantes pour nous, pour aujourd'hui. Parce que ce qui nous intéresse, et ça c'est une chose que Foucault n'arrête pas de répéter, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de penser le présent. Et il n'y a rien de plus difficile que de penser le présent. La preuve, c'est qu'on est tous, et ça a bien été dit hier, on est tous assis sur des ruines qui sont des ruines de la démocratie, et en même temps, la reconfiguration permanente de ces ruines, elle suggère aussi que ça peut servir à reconstruire autre chose. On empile différemment, on distribue différemment, on invente différemment. Alors, je vais revenir sur les questions qu'on s'est posées, et la première question qu'on s'est posée, c'est ce qu'on pouvait faire, la manière dont on pouvait comprendre cette notion qui a eu une sorte d'énorme succès médiatique et beaucoup de malentendus aussi, et qui est la notion de biopolitique. La notion de biopolitique, chez Foucault, elle dit une chose très précise. On a fait des tas d'usages, de représentations après dans tous les domaines, mais c'est en réalité, au départ, quelque chose de très précis, et c'est cette chose très précise que je voudrais rappeler parce que il me semble que c'est cette chose qu'on devrait avoir davantage en tête aujourd'hui quand on regarde le monde qui nous entoure, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit. Ça vaut pour la France, ça vaut pour la Grèce, ça vaut de manière différente, mais ça vaut aussi pour les pays d'Amérique latine, puisqu'on va parler du Chili, de l'Argentine, du Brésil. Ça vaut pour la crise des réfugiés, ça vaut pour l'Allemagne, ça vaut pour le sud de la Méditerranée, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que la biopolitique ? C'est une chose qui ne vaut pas en général. Ça vaut pour un moment précis de l'histoire, et de l'histoire occidentale au départ. Ce moment précis, c'est le début du XIXe siècle, le tournant entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et pour Foucault, c'est une invention du pouvoir, une nouvelle technologie du pouvoir, qui va permettre de faire une chose qui pour nous est très évidente et qui ne l'était pas jusqu'alors. C'est là que ça émerge. C'est devenu notre horizon, mais avant ça n'existait pas, et qui consiste à, Foucault dit cette formule très étonnante, accrocher les hommes au travail, faire en sorte que les hommes et les femmes, bien entendu, travaillent. C'est-à-dire faire en sorte que des hommes, des femmes, des enfants à l'époque encore, acceptent des conditions de travail, des conditions d'existence absolument désastreuses, et que non seulement ils les acceptent, mais qu'ils se plient à une discipline qui veut qu'on travaille toujours plus et qu'on gouverne, qu'on gère, qu'on administre le travail selon des critères absolument économiques qui consistent à maximiser la production et à réduire les coûts de la production. Comment est-ce qu'on fait pour que les hommes au travail, les hommes et les femmes, je suis désolée, les hommes et les femmes, je vais dire les hommes parce que Foucault dit les hommes et que c'est une période où il disait l'homme, mais bien entendu c'est les personnes. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes mises au travail ne renversent pas l'ordre qui leur impose ce travail et ces conditions de vie désastreuses ? C'est une question qui mérite d'être posée parce qu'elle ne se pose pas avant l'émergence de ce que Foucault identifie comme la production industrielle et qui va avoir un double visage. Le libéralisme économique, comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser toujours davantage le travail, maximiser la production, minimiser les coûts du travail, libéralisme économique. Mais il faut aussi que la gestion des hommes et des femmes coûte moins cher. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des dispositifs pour que les gens se plient à cette discipline du travail sans qu'on soit obligé de déployer des mécanismes épouvantablement coûteux de surveillance et de contrôle ? Belle question. Alors il repère des mécanismes. Il en repère au moins 3. Le premier mécanisme, c'est il est toujours plus facile de gouverner des ensembles d'hommes et de femmes que de gouverner individuellement un par un. Ça coûte moins cher. Comment est-ce qu'on fait pour gouverner des macro-ensembles
d'hommes et de femmes, mais on constitue ce qu'il appelle des populations. Et ces populations, on va les inventer littéralement sur la base de traits qu'on prétend naturels, qu'on prétend biologiques, et qui font que un ou une est immédiatement intégré dans un ensemble dont il est censé faire partie et qu'on va gouverner. Alors on va gouverner les hommes, ou les femmes, ou les jeunes, ou les vieux. Et on va même naturaliser les classes sociales. On va dire classe laborieuse, classe dangereuse, les prolétaires, parce qu'ils possèdent des traits qui sont des traits biologiques et naturalisés dont on va vite, très rapidement, faire des tares, des défauts transmissibles. Oh, vous savez, les ouvriers, c'est alcoolique. Oh, vous savez, les ouvrières, c'est des filles faciles, elles n'ont pas de bonnes mœurs. Oh, vous savez, etc., etc. Donc cette intégration de tout individu dans une population qui est censée rendre compte de ce qu'il ou elle est, et la naturalisation ou la biologisation de cette appartenance ont émergé au XIXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une nature, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des traits biologiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des maladies biologiquement transmissibles, ça ne veut pas dire que, etc., etc. Mais ça veut dire qu'on assiste à une biologisation et à une naturalisation comme dispositif, comme instrument, comme technique, comme stratégie du pouvoir du capital, pour pouvoir mieux gérer. On peut revenir sur la chose dans la discussion plus tard, mais par exemple, je vous donne un écho actuel de la chose. L'insistance sur la violence naturelle, presque biologisée, dans la sexualité des migrants. Vous vous souvenez l'année dernière, l'Allemagne. Cette idée que les migrants ont nécessairement, parce qu'ils sont migrants, quelque chose comme une sexualité animale, une sexualité agressive à l'égard des femmes. Jamais d'explication contextuelle, jamais d'explication culturelle, jamais d'explication sociale. Il y a toujours plus de violence, quelle qu'elle soit, quand on est désespéré. Non, on renvoie ça à quelque chose comme une naturalité de la violence et de l'animalité. On a un écho, 150 ans après, presque 200 ans après, de ce que Foucault décrit pour le XIXe siècle. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième dispositif, à l'intérieur de ces populations entre guillemets, inventées et naturalisées, on accroche chaque individu à une identité. Cette identité n'est pas choisie par l'individu. Cette identité, elle est imposée à l'individu parce qu'elle le rend nommable, identifiable, objectivable et gouvernable. Donc tu vas être, toi, femme, silencieuse, affective, gentille, fragile, un peu hystérique parfois. Tu vas être, toi, homme, violent, musclé, viril, travailleur, mais potentiellement alcoolique, etc., etc. On constitue des identités qui sont censées rendre compte de chaque individu, et les individus n'ont pas d'autre choix que d'accepter cette identité, qui est l'identité que vous portez tous sur vos papiers d'identité quand vous en avez. Alors vous me direz, il y a de nombreuses personnes qui aimeraient désespérément avoir des papiers. C'est vrai. Il y a des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui désespérément fuient pour avoir un lieu de vie et un titre de résidence. C'est vrai. Et en même temps, réfléchissez à ce que vos papiers disent de vous. On en revient à la naturalité, la couleur des yeux, la couleur de la peau, le signe particulier, le sexe biologique, parfois même l'origine ethnique ou le choix religieux, qui n'est pas un choix, mais qui fait partie de ce que vous êtes. Ça pose des problèmes. Troisième chose qu'invente le pouvoir libéral au début du XIXe siècle, cette chose qui a un peu changé depuis, mais qui reste aussi, et qui est que pour vous faire produire plus et mieux, et à moindre coût, il est essentiel de contrôler tout ce qui est votre vie dans le temps que vous vivez et qui n'est pas le temps de travail. Aujourd'hui, le temps de travail, c'est en général 7, 8 heures par jour. À l'époque, le temps de travail, c'est 12, 14, 16, 17 heures de travail par jour. Il vous reste simplement le temps pour manger et dormir. Marx dirait le temps minimal pour que la force de travail se reproduise, c'est-à-dire qu'elle ne crève pas littéralement sous sa charge de travail.
Et ce temps-là, il est intéressant à gérer parce que si on gère ce que vous mangez, la manière dont vous vivez, votre sexualité, les gens que vous voyez, les loisirs que vous avez, si jamais vous en avez le temps, et souvent vous n'en avez pas le temps, alors ce contrôle sur le temps de vie permet, dans un deuxième temps, comme un effet, de maximiser le temps de la production. Une personne en bonne santé travaille mieux qu'une personne en mauvaise santé. Déployons des politiques de santé qui vont contrôler les phénomènes d'épidémie, les phénomènes de transmission, la sexualité des personnes, l'ouverture ou la clôture des bordels, l'accès aux lieux qui distribuent de l'alcool, etc., etc., etc. Variante actuelle. Dans les publicités françaises pour l'alimentation, on en parlait avec quelques-uns des curateurs avant de commencer, dans les publicités pour les aliments en France apparaît l'écriture obligatoire « Souvenez-vous, mangez 5 fruits et légumes par jour ». Parce que 5 fruits et légumes par jour, bien sûr, ça vous rend en bonne santé, plus que manger de la junk food ou des choses comme ça. Et en même temps, première question, pourquoi est-ce que le pouvoir a intérêt à ce que vous soyez en bonne santé? Parce que ça coûte moins cher, parce que vous travaillez mieux, parce qu'on n'a pas à se soucier des assurances maladie, parce que la santé a un coût et que ce coût n'est pas ou n'est plus supportable. Et qu'on vous demande du coup d'endosser, d'intégrer vous-même votre propre responsabilité, l'injonction qui vous est faite d'être en bonne santé, non pas par philanthropie, mais parce que vous coûtez moins cher et vous êtes davantage producteur. Alors, bien sûr, on a plus envie d'être en bonne santé que d'être en mauvaise santé. Bien sûr, il est plus agréable de vivre dans un pays où la santé est assurée, publique, gratuite, la France pour l'instant, que dans un pays où la santé n'est pas assurée, elle est privée et où vous devez la payer. J'ai un moustique, voilà. Il est plus intéressant de ne pas être piqué par un moustique que d'être piqué par un moustique. N'empêche qu'il faut bien avoir conscience, ce n'est pas une question de bien ou de mal, il faut bien avoir conscience que l'apparente philanthropie du progrès social est, c'est en tout cas l'hypothèse de Foucault, motivée par la nécessité pour quelque chose qui se met en place au début du XIXe siècle et qui est l'économie capitaliste et qui est la production industrielle, qu'il est plus intéressant, pour minimiser ses propres coûts de gestion, de faire en sorte que la santé devienne un objectif politique. La santé devient un enjeu politique. Ça n'était pas le cas avant. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ça amène progressivement le fait qu'on s'intéresse à la santé des gens, à leur sexualité, à leur alimentation, aux relations qu'ils établissent, etc. Ça amène à cette idée jusque-là inexistante, mais qui émerge de manière puissante, que la vie, le temps de la vie, est un objet potentiel de gestion du pouvoir. Le pouvoir va s'intéresser à votre vie et pas seulement à votre temps de travail, parce que votre vie est la condition de possibilité de votre productivité. Donc on va avoir ce que, alors on peut dire de manière différente, on peut dire à la manière de Foucault, on va avoir des biopouvoirs. On est en Grèce, je ne vais pas vous faire l'étymologie de la chose, pouvoir sur la vie, des pouvoirs sur la vie. On peut le dire autrement, on va avoir une subsomption totale de la vie sous le capital. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Marx, mais c'est la même chose. Ça veut dire que la totalité du temps de votre existence est entièrement couverte, réabsorbée, organisée, gérée par une logique qui est celle du capital. La vie est condition de possibilité de la valorisation capitaliste. Alors, si je rappelle ça, c'est pour vous dire, vous expliquer ou vous raconter les difficultés qu'on a eues, nous, quand on a commencé à lire ces textes de Foucault, qui sont des textes de la seconde moitié des années 70, en particulier un cours au Collège de France en 78-79, où Foucault raconte ces choses, et on s'est dit, une fois qu'il a dit ça, première question, qu'en est-il d'aujourd'hui? Deuxième question, comment est-ce qu'on résiste à tout cela? Il dit ça à la fin des années 70, alors que dans les années 60 et 70, que lui a vécu, moi je vous le raconte sans l'avoir vécu, mais Tony en parlait hier, alors qu'il y a eu massivement un mouvement qui a traversé un certain nombre de pays
en particulier en Europe, qui a été un mouvement de refus du travail. Refus du travail, ça ne voulait pas dire refus de la production sociale ou de faire des choses ou d'inventer des choses avec les autres. Ça voulait dire refus de cette exigence que le capital avait de gérer, contrôler, administrer et mettre à sac, littéralement, votre vie. C'était ça, refus du travail. Refus du travail sous le travail, sous les cadres du travail salarié. Alors, Foucault raconte ça et la question, elle est, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2016 ? Première question. Et puis la deuxième question, elle est encore une fois, comment est-ce qu'on résiste à ça ? Est-ce qu'on peut sortir de cette logique-là ? Est-ce que ça signifie ne plus travailler ? Est-ce que ça signifie ne plus produire ? Est-ce que c'est une question de qualité du travail et de la production ? Est-ce que c'est une question d'alternative à la logique capitaliste ? Comment est-ce qu'on sort de cela ? Alors, c'était compliqué et dans un premier temps, certains, et pas des moindres, certains qui sont importants, alors je vous en cite un seul qui est Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien, qui a beaucoup lu Foucault, qui a beaucoup aussi été utilisé dans les milieux non philosophiques ou non strictement philosophiques, par exemple dans les milieux artistiques, en a déduit une chose qui était finalement assez logique, discutable mais logique au départ, et qui disait, si la logique capitaliste c'est ça, contrôler de manière totale la vie des hommes et des femmes, leur dire ce qu'ils sont, individuellement et collectivement, alors, si on prend au sérieux ce que raconte Foucault et qu'on le pousse au maximum, on a une sorte de contrôle total sur la vie, on a une sorte de totalitarisme, et Agamben en déduit que le point le plus culminant de la logique du capital, tel que ça s'installe comme libéralisme économique et politique, économique c'est la production et politique c'est la manière dont on gère les hommes et les femmes, dont on les administre, dont on les gouverne. Donc le point le plus culminant de cela, c'est le paradigme du camp de concentration. Et si je le dis, c'est que ça n'est pas un hasard, dans les années 70, en pleine montée en puissance de ce qu'on va appeler le néolibéralisme, on voit se multiplier des situations qui sont des situations d'installation de régimes dictatoriaux et totalitaires. Chili, Argentine, Brésil, Espagne depuis bien longtemps, Grèce bien entendu, etc. etc. Et ça n'est pas un hasard historique. On voit s'installer cela. Et l'hypothèse d'Agamben, c'est, alors il le fait sur le totalitarisme des années 30, et il le fait en particulier sur le nazisme, c'est que la structure du camp n'est jamais que l'effet, la déduction de cette logique biopolitique du capital qui s'installe au XIXe siècle. Du capital au XIXe siècle au camp nazi, on a quelque chose comme une unité. On peut être d'accord ou pas d'accord. La question qui se pose à ce moment-là, et qui fait que c'est quand même un tout petit peu discutable, c'est qu'il en déduit l'impossibilité radicale de réagir, de résister. Parce que ce qu'il en déduit, c'est ce qu'il appelle la figure du, entre guillemets, musulman, qui n'a bien entendu rien à voir avec l'islam. La figure du musulman, c'est l'homme auquel on a, l'homme ou la femme bien entendu, auquel on a tout enlevé, auquel on a arraché totalement son humanité et qui reste dans un état que Agamben appelle un état de vie nue, qui appelle parfois aussi un état d'infra-humanité ou un état d'animalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne reste plus rien de l'humanité des hommes et des femmes une fois que la machine du capital est passée et que ça a trouvé son sommet dans la figure du camp. Il ne reste littéralement plus rien. Alors, c'est compliqué à gérer cette hypothèse, parce que dans ces cas-là, la partie est finie. Comment vous faites pour sortir de ça ? Éthiquement, politiquement, historiquement, nous avons été un certain nombre à trouver la chose pesante. Comment est-ce qu'on sort de cette hypothèse-là ? Et de fait, Agamben s'est enfermé dans cette hypothèse-là. C'était difficile d'en sortir. Le déclic, si vous voulez, la chose qui m'a fait penser qu'il y avait quelque chose d'autre possible, alors je vous dis moi personnellement, il y a 1000 autres manières d'en sortir, ce sont 2 choses au moins, 3 choses au moins. La première, c'est
le fait d'avoir vu, un peu par hasard, dans un festival international du documentaire de Marseille, le FID, un film fait par 2 artistes libanais que vous connaissez peut-être et qui sont Johanna Hadji Thomas et Khalil Zorej, un film qui s'appelle Khiam, sur un camp au sud Liban qui a depuis été détruit, et où finalement, interrogeant des gens qui avaient été enfermés dans ce camp du sud Liban pendant des années, dans des conditions inimaginables. Mais nous parlons ici aujourd'hui dans un lieu qui est un lieu qui a été, pour la dictature grecque, inimaginable, un lieu d'interrogation et de torture. Donc on est dans ce genre de choses-là. À Khiam, les gens étaient enfermés pendant des années dans des cellules de 1 mètre sur 80 cm sous la terre, etc., etc. Interrogeant les quelques personnes qui avaient survécu, Khalil et Johanna se sont aperçus que les gens, au lieu de parler de leur douleur, de leur désespoir et de l'anéantissement de leur humanité, ne cessaient de parler de la manière dont ils avaient résisté. Et comment est-ce qu'ils faisaient pour résister? Eh bien, ils fabriquaient des choses. Ils fabriquaient des tresses millimétriques à partir de fils de tissu ramassés par terre pendant des semaines et des semaines. Ils fabriquaient des minuscules sculptures dans des allumettes, et ça prenait des mois. Ils fabriquaient des motifs décoratifs avec une pierre sur un morceau de bois qu'ils avaient ramassé dans la cour, une des rares fois qu'ils étaient sortis, etc., etc. Khalil et Johanna ont exposé ces objets, qui sont des objets absolument minuscules, qui sont des objets dérisoires. Mais ils disaient tous, et on le voit bien dans le film, ce qui nous a permis non pas de tenir, mais de nous réaffirmer dans notre humanité, ce qui nous a permis de dire que l'hypothèse de Agamben, de la vie nue, ça n'existe pas, que l'effacement total de la puissance des hommes et des femmes, ça n'existe pas, qu'il reste toujours quelque chose. C'est le fait d'inventer, de produire, de créer. C'est ça, fabriquer. Y compris si ça n'a pas d'utilité, y compris si c'est minuscule, y compris si ça se défait immédiatement. C'est cette capacité à le faire. C'est le même type de récit que vous avez bien entendu et de multiples reprises sur les camps nazis. C'est le même type de récit que vous avez, alors je ne sais pas en Grèce, mais ça serait intéressant de comprendre. Par exemple, dans les récits des militants argentins qui ont réussi à ne pas disparaître totalement, quand on ne les faisait pas disparaître, quand on ne faisait pas disparaître les corps, la puissance du corps, c'était la fabrication, la production, l'invention, matérielle ou immatérielle, peu importe. Foucault donne un nom à ça. Il dit subjectivation. Subjectivation, c'est la capacité d'un homme ou d'une femme à maintenir sa puissance d'invention. On peut le faire sur soi, en travaillant sur soi, mentalement, physiquement. On peut le faire sur des objets matériels, on peut faire sur des objets immatériels, chanter, réciter, dire des mots, parler. On peut le faire de manière muette, produire des affects. Tout ça, c'est de la production. Et puis, on peut se dire aussi, finalement, depuis les années 90, on se rapproche de notre présent, puisque le temps passe, dans cette logique néolibérale qui est aujourd'hui celle qu'on voit et qui provoque les catastrophes économiques et humaines et politiques que l'on connaît, et c'est pour ça que c'était si important de parler ici, en Grèce, de cela. Aujourd'hui, on ne cesse de voir des gens se dresser, non pas pouvoir contre pouvoir, ça peut être utile aussi, hein. Je ne dis pas que c'est inutile, bien sûr que c'est utile de lutter pouvoir contre pouvoir et d'être puissant contre un pouvoir contre lequel on lutte. Mais c'est vrai que souvent la capacité des gens aujourd'hui, elle s'exprime davantage dans l'invention d'autres choses. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est de la philosophie. Ça dépend ce que vous entendez par philosophie. Ça veut dire, par exemple, inventer d'autres modes de gestion de la vie en commun. Ça veut dire inventer d'autres institutions. Ça veut dire inventer d'autres modes de rapport à soi et aux autres. Ça veut dire inventer d'autres manières de produire qui ne soient pas enfermées dans une logique qui est une logique de travail gouvernée par l'économie capitaliste.
l'idée, c'est pas d'arrêter de produire, l'idée, c'est de produire autrement et de produire pour soi. C'est ça une affirmation de liberté. C'est ça être libre. Alors, le dernier point, si j'ai encore 4 minutes et demie, que je voulais toucher, c'est la deuxième question sur laquelle on a, moi en tout cas, buté énormément. C'est qu'aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le monde de l'entreprise, le monde de l'économie devenu mondialisé, flexibilisé à l'excès, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de vous renouveler en permanence. On vous demande de vous transformer en permanence. On vous demande d'être capable de passer d'une tâche à une autre, d'un travail à un autre. On vous dit la mobilité est une valeur. La mobilité, y compris subjective. Je me souviens d'un slogan en 4 mètres sur 3 dans le métro parisien il y a 2 ans pour le recrutement de l'armée française. L'armée. Deviens ce que tu es. Je ne sais pas s'ils avaient jamais lu Nietzsche, mais il y avait cette idée de le devenir, c'est la valeur. Il faut accepter de devenir. Dans une entreprise, on vous dit si vous n'êtes pas capable de vous renouveler, vous êtes out, dehors. Ce qui veut dire que la liberté, la transformation, la subjectivation sont devenues en apparence des valeurs d'entreprise. C'est-à-dire qu'elles ont été réabsorbées par la logique du capital. Et du coup, on se dit, ah, et du coup, quoi? Est-ce que Agamben avait raison? À nouveau? Alors, il faut faire la différence, et je crois qu'il y a une différence. Il y a une différence entre une pratique de la liberté qui permet d'inventer, d'inaugurer des modèles qui sont des modèles de gestion, de rapport à vous-même et aux autres, à vous-même et au commun que vous construisez avec les autres, que vous ne trouvez pas ce commun, que vous le construisez. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis cette autre logique qui est celle du capitalisme aujourd'hui, du néolibéralisme aujourd'hui, et qui exige de vous que vous soyez toujours plus performant. Comment est-ce qu'on fait pour différencier les deux libertés? Premier critère, le plus simple probablement. Dans la logique du capitalisme, la liberté fait de vous votre propre capital. Vous êtes un homo economicus, homme ou femme. Vous devez gérer ce que vous êtes. Pensez aux étudiants. Moi, j'ai des étudiants, je suis professeur. Ils pensent, si je vais à l'étranger et que j'apprends les langues, j'aurai du capital en plus sur mon curriculum pour éventuellement trouver un travail. L'anglais, tout le monde le sait, c'est plus du capital. Alors, il faut apprendre le chinois, mieux, le chinois et l'arabe, par exemple, 2 langues rares. Et là, vous avez du capital à mettre sur votre marché, sur le marché. Vous devenez quelque chose comme une valeur sur le marché. Vous vous transformez en marchandise. Alors, cette liberté, bien entendu, on n'en veut pas. La différence entre les deux libertés, première chose, c'est que la liberté de résistance, de réaffirmation, la liberté de la subjectivation au sens foucaldien, elle n'est pas quantifiable en termes économiques. Vous ne pouvez pas la traduire en valeur économique. Et je pense que ce refus de quantifier ce que vous êtes est un élément absolument fondamental. Le deuxième critère, c'est que cette liberté de la subjectivation qui vous concerne vous dans votre rapport, qui est celle de l'invention, dans votre rapport à vous-même, mais vous dans votre rapport aux autres aussi. Et il n'y a jamais de rapport à soi sans rapport aux autres, jamais. Cette liberté que vous avez et que vous pratiquez, non seulement elle n'est pas quantifiable, mais elle augmente votre puissance d'agir. Elle augmente la puissance de votre corps. Ici, on est le Parlement des corps. Elle augmente votre puissance de votre corps en même temps que les corps de tous les autres réunis. Alors que les injonctions à être libre, mobile, flexible et inventif, quand elles proviennent du capital, elles n'augmentent pas, elles détruisent, elles provoquent de la pathologie sociale, elles provoquent de la souffrance, elles provoquent de l'implosion, elles provoquent de l'entropie sociale. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays qui sont soumis à la logique du capital. Troisième critère, il me semble, pratiquer la liberté, inventer la liberté, définir la liberté comme une pratique, c'est joyeux. Et cet élément de la joie, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais si vous restez dans l'horizon du capital. Et cet élément de la joie, c'est, me semble-t-il, ce qu'il s'agit de réinventer ici, sur ces gros blocs de démocratie qu'on ne cesse de faire tourner dans cette salle. Voilà.